Salut tout le monde, j'espère que tout va bien donc pour vous. Avant de commencer, je veux rappeler que ce cours est destiné aux étudiants de l'Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Kirouan, niveau première année, spécialité préparation technologique, autocours PT. Ce cours fait partie de la matière enseignée fabrication mécanique et de la première partie du programme étude des matériaux. Dans cette présentation, on va voir les principales méthodes de caractérisation mécanique des matériaux, à savoir, comme l'indique le plan de notre cours, donc l'essai de traction, l'essai de résilience ou de flexion par choc et l'essai de dureté. Commençons par l'essai de traction. La machine utilisée pour ce type d'essai s'appelle machine de traction. Elle est constituée principalement de deux traverses, une fixe en bas et l'autre mobile en haut. Sur ces traverses sont montées deux mâchoires contenant des morts pour la fixation de l'éprouvette de traction. Ici, comme vous voyez, donc ici, ce sont les mâchoires et à l'intérieur, on trouve les morts. Donc, pour fixer donc, l'éprouvette donc, entre ces deux donc, mâchoires. Sur la traverse mobile est monté un capteur de force donc, relié à son tour à une carte d'acquisition des données et un logiciel qui va afficher les valeurs de force et d'allongement. Ici, donc, c'est le capteur de force. Il est relié donc, à une carte d'acquisition. Et cette carte d'acquisition donc, va envoyer les données donc, à un logiciel. Donc, il va les traiter. Il va nous afficher donc, les valeurs donc, enregistrées de force et d'allongement. Bon, afin d'avoir plus de précision pour les valeurs donc, enregistrées d'allongement, on peut monter donc, un capteur de déplacement appelé extensomètre sur l'éprouvette autour de sa partie utile. Donc, si on veut savoir c'est quoi la partie utile, donc ça, par exemple, une éprouvette. Donc, ici, donc, la partie L0, c'est ce qu'on appelle la partie utile. Donc, c'est ici où on va placer le capteur, donc tout autour du milieu de l'éprouvette. Okay? C'est au centre, autour du centre de l'éprouvette dans cette partie utile L0. Passons maintenant donc, à l'étude des éprouvettes de traction. Comme vous voyez sur les figures ci-dessous, donc, la section droite des éprouvettes peut être circulaire, comme dans ce cas par exemple, ou dans des cas particuliers annulaires ou d'autres formes. Elle peut être carrée, elle peut être rectangulaire, comme dans ce cas par exemple. Donc, ces éprouvettes-là comportent une partie calibrée LC, donc de longueur LC, qui est raccordée donc, dans le cas d'éprouvettes usinées par un congé de raccordement aux têtes d'amarrage. Ici, ce sont les têtes d'amarrage donc, qui sert à fixer donc, l'éprouvette. Des repères
définissent la longueur initiale L0. Donc ici, si on veut parler un peu de la longueur L0, donc, ou bien la longueur entre repères, cette longueur, elle est reliée à l'aire de la section initiale selon la relation L0 égale K racine de S0. Donc, où K, elle est égale à 5,65 pour des valeurs de L0 supérieures ou égales à 20 mm. Si l'aire de la section droite est trop faible, pour répondre à cette condition, on peut utiliser une valeur de K de préférence K donc, égale 11,3, c'est le double donc, de la première valeur. Dans le cas du prouvettes non proportionnel, donc, on n'utilise pas cette relation-là, donc la longueur initiale entre le repère S0 donc, est prise indépendamment de la valeur S0. Et dans ce cas, donc, il faut préciser que cette longueur entre mâchoires doit être suffisante pour que les repères soient à une distance raisonnable de des mâchoires. Bon. Donc, si on voit maintenant, voilà, si on met donc en évidence donc, les étapes, donc quelques étapes de l'essai de traction. Donc, ici, par exemple, sur la figure à droite, donc, sont représentées donc, trois étapes. Donc, représentant l'état de l'éprouvette. Donc, dans le cas du repos, c'est-à-dire pas de charge appliquée, puis en charge par l'application d'une force de traction F, donc des deux côtés. Et enfin, après rupture. Ici, l'éprouvette est reconstituée pour mesurer la longueur finale entre repères. Donc, vous voyez ici, donc, il y avait une cassure, puis on a reconstitué donc, l'éprouvette pour mesurer cette longueur ultime ou longueur finale, donc après rupture. Donc, cette valeur, cette longueur ou bien cette longueur donc, va nous servir donc, par la suite pour calculer, par exemple, la valeur de l'allongement pour cent. Une remarque ici sur la partie centrale, donc, où on voit un étranglement de l'éprouvette au centre. Donc, je veux dire que cette zone s'appelle zone de striction. C'est une zone de striction. Et elle n'existe que dans le cas de matériaux ductiles. C'est-à-dire, si on n'a pas un matériau ductile, on ne va pas avoir donc, cette zone. On va avoir une cassure de l'éprouvette sans avoir donc, un étranglement de l'éprouvette et cette, bien sûr, zone de striction. Étudions maintenant la courbe de traction. Sur la figure illustrée, donc une courbe conventionnelle de traction typique, donc représentant sur l'axe des ordonnées les valeurs de la contrainte nominale, rapport de la force par la section initiale, S0, exprimé en newton par millimètre carré ou en mégapascal. Et sur l'axe des abscisses, on trouve les valeurs de la déformation nominale ou de l'allongement relatif, qui est le rapport de l'allongement delta L, l'allongement donc delta L, par la longueur initiale L0.
0 et qui est sans unité ou exprimé en pourcent. On distingue sur ce type de diagramme diverses régions ou zones, donc à savoir donc un domaine élastique, donc à déformation réversible. Donc c'est ce domaine-là, donc c'est dans cette partie-là OA, donc sur cette droite, il s'étend sur cette zone-là entre le point O et le point A. Donc ici, donc c'est ce qu'on appelle le domaine élastique ou bien la zone élastique. Donc ici, on peut appliquer une loi, donc la loi de Hooke, donc qui relie la contrainte R ou sigma donc à la déformation E ou epsilon. Donc, et le coefficient de proportionnalité entre ces deux grandeurs, c'est un module Young, appelé module Young, grand E. Le point A donc, représente ici la limite du domaine élastique. Donc c'est ici qu'on va enregistrer la fin du domaine élastique. La partie AB, donc la partie AB, c'est le domaine de la déformation permanente homogène ou de la déformation plastique répartie. Donc, c'est sur ce domaine-là qu'on va avoir une déformation permanente ou irréversible. Donc, au contraire de cette zone où la déformation elle est réversible. Puis, donc, le point B, ici, donc, c'est le point de charge maximale ou de début de striction de l'éprouvette, l'étranglement donc, de l'éprouvette ou la striction de l'éprouvette. Enfin, donc, le domaine BC, donc BC, donc c'est le domaine de striction ou de déformation plastique localisée. Donc, pourquoi on a parlé ici d'une déformation plastique localisée? Puisque la déformation va être limitée sur la zone de striction. Seulement sur la zone de striction, si on fait un retour à la diapositive donc, précédente. Donc, on va avoir une déformation juste sur cette partie-là. Bon, le point C, bien sûr, il va caractériser, donc ici, là, c'est le point de rupture de l'éprouvette. Donc, c'est ici, donc à ce moment-là, qu'on va avoir la rupture donc, de l'éprouvette, comme ça. OK? Bon. Maintenant, si vous voulez, on va parler du phénomène d'écrouissage. Phénomène d'écrouissage, qui est par définition donc un durcissement du métal sous l'effet de sa déformation plastique. Il est surtout employé en compression, en essai de compression. Il permet d'augmenter enfin la limite élastique du matériau sans modifier la résistance à la rupture RR. Donc, ici, donc, c'est le rôle principal donc, de ce phénomène. Bon. Si on parle dans un premier... Donc, ici, on a une courbe donc, illustrant déjà les différentes zones. Donc, cette zone, c'est le domaine élastique, comme on a vu tout à l'heure. Toute cette zone
c'est la zone de déformation plastique. Dans cette zone de déformation plastique, on distingue deux parties. Donc, cette zone donc, de déformation plastique répartie, et cette zone, c'est de la déformation plastique donc, localisée. Donc, ce phénomène d'écrouissage, il concerne donc juste la zone de déformation répartie. Donc, dans cette zone où on va avoir donc, un durcissement du matériau de l'éprouvette. Donc, ce phénomène, entre guillemets, il ne concerne que les matériaux donc, métalliques, donc, en particulier, donc, et surtout donc, ferreux, donc les matériaux ferreux. Bon, dans un premier temps, le matériau est déformé plastiquement, donc avant le point de striction C, donc chemin OA B. Au relâchement, donc le déchargement se fait suivant la droite B O', parallèlement donc à OA. À la remise en charge, la nouvelle courbe caractéristique du matériau est devenue O', B, C, avec, donc, avec R, E, B comme nouvelle limite élastique. Donc, si on a continué l'essai donc, jusqu'à la fin, donc on va avoir donc, une première limite élastique RE. Mais si donc, on s'arrête à ce point-là, on décharge l'éprouvette, puis on fait donc, de nouveau donc, le chargement donc, de notre éprouvette, donc on va constater donc, que la limite élastique a changé. Il y a augmentation de cette limite et on va commencer avec une nouvelle limite donc élastique qu'on a appelée ici par exemple REB et on va continuer dans le même chemin. Donc on ne va pas changer la valeur par exemple de la limite de la résistance à la rupture ou la résistance mécanique. Même chose ici sur ce diagramme-là. Donc, on a illustré donc, ce phénomène donc, pour juste se concentrer sur le phénomène de chargement. Donc, le chargement, donc, c'est suivant cette direction. Donc, c'est le chemin 1 jusqu'à cette valeur-là. Puis, on va décharger donc, dans un moment donc, à l'intérieur de cette zone. Donc, puis, on va décharger suivant le chemin 2. Puis, on va recharger. Donc, c'est-à-dire, on va appliquer de nouveau la force de traction sur la même éprouvette. Donc, suivant le chemin droit, donc on constate que la limite donc, élastique, elle est devenue RE1 avec RE1 supérieur à RE. Pour certains matériaux, la courbe de traction présente des particularités. On prend à titre d'exemple le cas des aciers ferritiques ou les aciers doux non écroués. On remarque la présence d'un crochet de traction suivi d'un palier de charge. Donc, ici, c'est le crochet, ici, c'est le palier de charge, conduisant à la définition à la fois d'une limite apparente d'élasticité supérieure REH et inférieure REL. Un deuxième exemple illustrant la courbe de traction pour les aciers austénitiques inoxydables et certains alliages métalliques non ferreux comme les alliages d'aluminium ou de cuivre, etc. Donc, ces courbes ne montrent pas de frontières nettes. C'est-à-dire ici, on ne peut pas définir l'emplacement de la limite élastique RE
donc elle est difficile à définir donc, dans cette zone. C'est pour cela que la norme définit à la place de cette limite élastique RE une limite élastique conventionnelle correspondant à 0,1 ou 0,2% de déformation plastique et notée, qui est notée donc RP01 ou RP02 suivant la valeur qu'on a choisie, ou bien RE01 aussi ou RE02. Donc, cette limite élastique conventionnelle est une variante de la précédente RE. Elle tient compte des imprécisions de la mesure, c'est-à-dire des imperfections de la droite OA et des appareils de mesure. Pour la mesure de RE, on tolère une légère déformation permanente de 0,2%, par exemple, comme dans ce cas-là, dans cette figure. Par exemple, ici, on a donc pris une déformation. Donc, on a pris la valeur pour une déformation donc, permanente de 0,2%. Donc, et on a donc tracé une droite donc, à 0,2% parallèle à la droite OA qui va couper la courbe dans sa partie plastique, dans la zone de déformation plastique. Puis, on a projeté donc, la valeur donc, sur l'axe des ordonnées pour lire donc, cette valeur, pour avoir la valeur de la limite élastique conventionnelle. Donc, à partir des courbes conventionnelles de traction, on peut définir ou déterminer quelques caractéristiques mécaniques telles que le module d'élasticité longitudinale, E. Donc, ce module, il caractérise la pente de la droite de proportionnalité donc, et l'élasticité du matériau testé. Plus E est grand, plus le matériau est rigide et inversement. Par exemple, ici, si on prend l'exemple de l'acier et d'un matériau élastomère, donc on trouve que l'acier, il est plus rigide qu'un élastomère, donc 200 000 fois. Donc, si vous voyez, donc c'est important donc, de calculer ce paramètre-là donc, pour prendre une idée sur la rigidité des matériaux. Bien sûr, ce module donc, va servir donc, comme un coefficient de proportionnalité donc, dans la loi de Hooke qui est applicable, uniquement dans le domaine élastique, donc c'est-à-dire sur la droite OA de la courbe. On peut définir la limite d'élasticité RE, comme on a vu, donc elle est représentée par le point A sur la courbe. Sur la courbe. Donc, on peut définir également la résistance à la traction RM ou RR. Donc, c'est le rapport entre la force maximale par la section initiale, où FM, c'est la charge maximale. On peut calculer l'allongement % après rupture, donc à travers cette formule-là, où LU, c'est la longueur de l'éprouvette reconstituée après rupture. On peut définir quelques propriétés de striction, comme le coefficient de striction Z, qui est égal à S0 moins SU sur S0, et l'allongement de striction, qui est calculé par cette formule, S0 moins SU, et cette fois sur la section donc, minimale de l'éprouvette après rupture. Donc, dans ce tableau sont résumées
les symboles et les définitions ainsi que les unités des différentes grandeurs en relation avec l'essai de traction. Donc ici, vous voyez donc les symboles, ici les unités et ici les définitions de ces symboles-là. Donc ici, donc, une courbe représentant bien sûr quelques grandeurs donc, indiquées sur ce tableau. Passons maintenant à un autre type de diagramme qui est la courbe rationnelle de traction. En effet, la courbe conventionnelle permet de définir des propriétés mécaniques permettant de caractériser un matériau. Donc, ces propriétés, on a vu tout à l'heure sur les diapos précédentes, mais elle ne peut pas renseigner, sur la loi de comportement, donc c'est-à-dire la relation entre la charge réelle et la déformation réelle dans les domaines élastiques et plastiques du matériau, car elle ne tient pas compte de la diminution de la section durant l'essai de traction. Durant l'essai de traction. Sur la figure, un exemple de courbe rationnelle représentant la contrainte vraie en ordonnée en fonction de la déformation rationnelle en abscisse. Donc ici, c'est le même essai, mais ici, on a représenté la courbe conventionnelle, ici, la courbe rationnelle. Il reste maintenant à déterminer les valeurs de la contrainte vraie et de la déformation rationnelle. Sur cette diapo sont données les hypothèses. Donc, les hypothèses et la démarche mathématique permettant de déterminer les valeurs de la contrainte vraie en fonction de la contrainte nominale et la déformation conventionnelle, ainsi que la déformation rationnelle en fonction de la déformation conventionnelle ou nominale. Donc, comme vous voyez ici, donc, on a les formules. Donc, reliant la contrainte vraie donc, à la contrainte nominale et à la déformation nominale. Et ici, donc, la déformation vraie ou rationnelle, donc, à la déformation non nominale, donc, calculée donc, dans le cas d'un essai de traction conventionnelle. Donc, je m'arrête ici avec l'essai de traction et on continuera dans d'autres vidéos l'étude des deux essais restants. Enfin, je vous remercie pour votre attention et la séance donc, est terminée.